Il reste quelques places devant, je crois. Il y en a 4 là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 114e édition des Altermardis par Solutions. Des événements qui ont pour ambition d'être un lieu de rencontre entre acteurs publics, entreprises classiques, entreprises sociales pour construire des réponses aux enjeux de société. Les Altermardis sont organisés par le groupe SOS. Exceptionnellement pour les habitués, on ne va pas présenter le groupe SOS puisque vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir lors de cette conférence. Un petit mot pour remercier les partenaires évidemment, la Bellevilloise qui nous accueille aujourd'hui pour cet événement. Vous dire aussi que vous pouvez trouver à l'entrée de la salle les éditions Rue de l'Échiquier pour lire toute la littérature, notamment sur l'entreprise sociale. Vous dire donc que les partenaires de nos événements sont le Crédit Coopératif, la Ville de Paris, l'Atelier, le journal Interdépendance Macadam. Vous trouverez aussi les vendeurs de ce journal de rue à l'entrée de la Bellevilloise et Radio Éthique. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et je passe la parole à Monsieur Husson, donc du journal La Croix, pour cet événement sur le thème de l'entreprise responsable, une urgence. Merci beaucoup. Bonsoir, et en effet, merci d'être venus aussi nombreux, c'est très impressionnant. Alors moi je voulais remercier le groupe SOS de m'avoir proposé d'animer
cette conférence parce que je trouve que le thème est évidemment tout à fait d'actualité. Il se trouve que moi, au Journal La Croix, je suis en charge des questions d'économie sociale et solidaire, c'est pour ça qu'ils m'ont fait cette proposition, mais je suis aussi en charge des questions agricoles, et j'ai passé les 7 derniers jours à écrire, à penser à dormir avec la viande de cheval, à penser lasagne, et voilà, je trouve que là, on a eu un bel exemple d'une entreprise, disons, pour ne pas jeter l'opprobre sur une entreprise avant la fin de l'enquête, on a eu l'exemple d'une filière tout à fait irresponsable. Et on voit que derrière cette irresponsabilité, il y a des conséquences sociales, puisqu'il y a eu 300 à 330 personnes qui ont été mises au chômage technique. Voilà, bon, ça c'est un cas tout à fait extrême, mais c'est évidemment un sujet, l'entreprise sociale et l'urgence, un sujet tout à fait dans l'air du temps. Il se trouve que juste avant de venir, j'ai été contacté par la BNP qui m'informait qu'à partir de mardi, ils se lancent dans une grande réflexion sur la banque responsable. Ils ont convié des économistes, des chercheurs, des sociologues à les aider à définir ce qu'est la banque responsable. Et voilà, donc ça va leur prendre quelques mois apparemment. Bon, voilà, donc on va essayer de définir avec nos 3 intervenants ce qu'est l'entreprise responsable et pourquoi il y a urgence à les aider à se développer. Je propose qu'on essaie d'avoir 2 temps dans cette conférence. D'abord, essayer de poser un diagnostic. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Comment on peut la définir? Comment on les reconnaît? À partir de quels critères on les juge? Essayer de dresser un bilan des politiques de responsabilité sociale et environnementale aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura posé ce diagnostic, voir comment on peut mieux faire. Est-ce qu'il faut redéployer le concept de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, pour qu'il soit diffusé plus largement? Comment s'assurer que ce genre de pratique ne se limite pas aux grands groupes? Voilà, donc essayer de dresser des pistes de progrès. Alors, pour répondre à ces questions, on a 3 intervenants. Au milieu des 3, Nicole Nota, vous êtes présidente fondatrice de Vigeo. Vous avez créé donc cette agence, la première agence de notation européenne en 2002. Vous avez été auparavant de 92 à 2002 secrétaire général de la CFDT. Et surtout, enfin pas surtout, mais aussi, vous venez d'écrire un livre dont le titre est précisément celui de notre conférence. Donc on s'appuiera évidemment sur votre travail pour nous aider à comprendre ces enjeux. À votre droite, nous avons Lionel Zinsou. Vous êtes président depuis 2009 de PAI Partner, un fonds d'investissement ou une société de capital investissement, je ne sais pas précisément comment on dit, les deux. D'accord. Donc un fonds d'investissement, l'un des plus importants de France, si je ne me trompe pas, disons-le. Vous avez travaillé chez Danone, vous avez travaillé au cabinet de Laurent Fabius lorsqu'il était Premier ministre. Vous êtes diplômé de tas d'écoles toutes plus prestigieuses les unes que les autres, dont Normal Sup et la London School of Economics. Voilà, et vous avez beaucoup réfléchi à ces questions de capitalisme, de moralisation du capitalisme. Donc vous nous expliquerez où en est l'état de vos réflexions, et puis vous nous direz comment l'un des fonds d'investissement les plus importants de la place peut se préoccuper de ces questions. Et enfin, Jean-Marc Borrello. Donc vous êtes président du directoire du groupe SOS que vous avez créé, qui est la plus diplômé nulle part. Si vous êtes éducateur spécialisé, non? Éducateur. Ah ben non, ça va, on a le même. D'accord. Alors, groupe SOS, en 2 petits mots, puisque Nicolas Froissart ne l'a pas fait, c'est la plus grande entreprise sociale en France, en tout cas en nombre de salariés, puisqu'il y a, moi je savais 10 000, mais vous m'avez dit 12 000, voire 13 000 salariés aujourd'hui. Et auparavant, vous êtes passé également dans des cabinets ministériels à la même époque que Lionel Zinsou, entre 81 et 86. À la suite de quoi, vous avez travaillé vous êtes entré dans les entreprises classiques, puis entreprises sociales classiques, traditionnelles. Voilà, on va commencer avec vous, Nicole Nota, sur ce diagnostic. Donc, vous avez créé Vigeo il y a 10 ans exactement, enfin en 2002, donc 11 ans. Quel regard vous portez sur ces 10 ans? Est-ce que d'après vous,
La conscience sociale et environnementale des entreprises a évolué. Est-ce que vous avez vu l'évolution? Oui, heureusement, sinon on sauve tous dans l'acquis. Peut-être deux mots, moi je parle de l'entreprise responsable et mon expérience m'oriente vers les entreprises, je dirais les plus voraces, puisque ce sont celles qui sont cotées et qui sont prioritairement des multinationales. Et donc il y a 10 ans, quand j'ai créé Vigeo, je dirais que j'avais une intuition. J'avais l'intuition que les multinationales dont le monde devenait le village, qui étaient très puissantes en développement de leurs affaires, bien sûr trouvaient là d'énormes potentialités de croissance, de profit, de dividendes pour leurs actionnaires, de bonne évolution de leur cours de bourse. Mais je voyais aussi qu'elles commençaient à être rattrapées par une série de défis qui sont des défis planétaires dont aujourd'hui on sait les nommer sans avoir à faire une grande conférence, les défis écologiques, le changement, les questions du changement climatique, la transition énergétique, les inégalités de développement dans le monde, la question des droits de l'homme, la question de la corruption, bref, la corruption étant finalement un détournement des fruits de la croissance et donc qui n'est pas bien orienté pour le développement de l'économie. Donc tout ça, ça commençait à être des sujets une opinion publique naissante, ou des ONG, ou des institutions internationales commençaient à interpeller ces multinationales parce qu'elles fonctionnaient dans un monde et dans un terrain de jeu où il n'y avait pas d'arbitre et il n'y avait pas de règles du jeu, puisque les lois restent nationales et ces entreprises fonctionnent au niveau transnational. Donc je dirais que c'était le renard dans le poulailler qui était tout à fait libre. Et au bout de 10 ans, cette intuition s'est révélée non plus seulement une intuition, puisque 10 ans après, il est clair qu'aujourd'hui, des multinationales, y compris d'ailleurs certaines aux États-Unis, y compris dans celles qui fonctionnent dans l'idée que l'on peut se faire du monde le plus anglo-saxon possible, ne peuvent plus complètement ignorer quoi? Quand on parle d'entreprise responsable, je vais résumer ça avec une formule un peu rapide, au risque d'être un peu caricaturale. C'est qu'on a bien vu pendant ces dernières années les conditions dans lesquelles ces multinationales ont été orientées, pressées par des actionnaires, des investisseurs qui les sommaient d'avoir des retours, je dirais, sur investissement les plus rapides possibles, les plus élevés possibles. On a parlé de la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, ça veut dire la maximisation de la valeur financière. Et donc l'idée c'était, peu importe, je mets ça entre guillemets, les conditions dans lesquelles je parviens à réaliser ces résultats, il faut les réaliser. Et les questions des dégâts qui pouvaient en résulter, que ce soit des dégâts environnementaux, que ce soit parfois des dégâts sociaux ou des arbitrages sur le plan de la fermeture d'un site de production à un endroit, par exemple, pour maximiser, réduire les coûts de production pour assurer une meilleure rentabilité. Tout ça, ce sont des arbitrages que les grands groupes se sont habitués à faire. Et il est manifeste aujourd'hui que l'opinion publique, mais pas seulement l'opinion publique, ne supporte plus l'idée qu'une entreprise fasse de la valeur financière en détruisant de la valeur sociale et de la valeur environnementale. Et donc en fait l'entreprise responsable, c'est celle qui sait faire des profits, parce qu'il vaut mieux avoir des profits quand on est une entreprise, les bénéfices ça permet de se développer, ça permet de rémunérer ses salariés correctement, ça permet de rémunérer aussi ceux qu'apporte le capital, mais de faire ces choses-là en ayant y compris le sens de réduire ces impacts négatifs sur la société, sur ses salariés, sur les territoires, sur l'environnement par exemple. Et donc c'est ça l'entreprise responsable. Et ce que mesure Vigeo, c'est la manière dont les entreprises précisément intègrent vraiment les objectifs sociaux environnementaux dans leur stratégie, dans leurs opérations, de manière à pouvoir prendre en compte les intérêts pas seulement des actionnaires, mais de leurs autres parties prenantes, que sont leurs clients, leurs fournisseurs, les sous-traitants, les salariés, etc. Voilà, c'est ça que l'on a désormais appelé l'entreprise responsable, et je précise bien que mon expérience se situe vraiment très forte, et l'activité de Vigeo aussi très forte, sur prioritairement des entreprises cotées,
Et je ne désespère pas que le private equity se mette un jour dans la boucle de la responsabilité sociale également. Peut-être encore un mot avec vous, justement pour être concret. Quel genre d'informations vous allez chercher quand vous notez une entreprise? Quel genre d'informations vous allez chercher? Auprès de qui? Jusqu'où vous remontez dans la chaîne de valeur, chez les clients, les fournisseurs, les salariés, pour définir précisément ce qu'est une entreprise responsable. Quand je parle de parties prenantes, c'est d'abord des parties qui sont directement intéressées, y compris à la réussite de l'entreprise en question. Donc les salariés en tout premier lieu, ça va donc être un domaine d'analyse qui va permettre finalement de rendre compte si l'employeur, d'abord, est un employeur responsable, qui prend en compte un certain nombre de critères que l'on a sélectionnés en fonction de ce qui est énoncé par des normes publiques internationales à l'intention des entreprises multinationales, les normes de l'OIT, les normes de l'OCDE, etc. Une autre partie prenante, évidemment, ce sont des clients, et les clients, c'est toute la question du respect du client, de l'information sincère au client, des conditions dans lesquelles, effectivement, la préoccupation qui sont les siennes sont également prises en compte par l'entreprise elle-même. Les sous-traitants, les fournisseurs, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous Apple, vous avez peut-être vu dans la presse qu'Apple a un sous-traitant en Chine qui s'appelle Foxconn, qui un jour en a eu marre de ses salaires indécents et de ses conditions de travail indécentes et qui s'est mis en grève avec des suicides, etc. Et qui a été immédiatement mis à la... je dirais comment les médias ont mis ça en exergue, c'est en citant Apple, qui avait ce sous-traitant, c'était lui qui lui assurait sa chaîne d'approvisionnement. Vous imaginez que demain, ce fournisseur ne soit plus en capacité de fournir Apple, ça fait mal pour le développement, y compris de l'activité d'Apple et de ses résultats. Donc très vite, quand on parle des fournisseurs et des sous-traitants, on voit maintenant que c'est un sujet que les donneurs d'ordre, par exemple, ou les acheteurs ne peuvent plus ignorer, car il y a des risques à ne pas prendre en compte l'intérêt de toute sa chaîne de valeur. Parlons de l'environnement, c'est un troisième domaine. L'environnement, je vais vous parler de l'ERICA, c'est un très bon exemple en France. L'ERICA, tout le monde l'a connu. Qu'est-ce qui vient de se passer très longtemps après? La Cour de cassation a finalement, après une histoire qui n'en finissait pas en justice, a finalement décidé que Total était responsable de la catastrophe écologique. Alors que la responsabilité de la catastrophe écologique, c'est le navire qui transportait le pétrole, avec qui tout simplement Total avait demandé de faire ce transport, qui par ailleurs avait été certifié et qui présentait toutes les normes de sécurité par une société de certification qui était étrangère, etc. Donc Total évidemment plaidait qu'il n'était pas responsable en droit initialement, il avait raison, mais aujourd'hui, y compris le droit, ne suffit plus à garantir qu'il n'y a pas une autre responsabilité de l'entreprise. Cette affaire-là de Total va évidemment avoir des conséquences très importantes sur tout le droit maritime et sur toute cette idée qu'une entreprise doit aussi s'attacher à tous ceux qui travaillent avec elle dans sa chaîne de valeur pour pouvoir elle-même d'ailleurs grandir et elle-même assurer toutes les conditions de son développement. Après, il y a les territoires, il y a les droits sociaux fondamentaux, la gouvernance aussi d'une entreprise. Et pour chacun de ces domaines, nous avons des critères très précis et une méthode d'analyse et d'évaluation qui part de l'information que l'entreprise fournit sur elle-même, mais aussi que d'autres parties prenantes fournissent sur l'entreprise en question, de manière à ce que nous ayons une information multisource qui nous permette de forger une opinion avec des croisements d'informations quand nous avons ces croisements d'informations. Et de cette manière-là, nous arrivons à établir une notation, des scores sur l'ensemble des critères qui sont évalués et par agrégation, une note générale qui traduit le degré réel d'engagement et d'intégration pour l'entreprise en question de ses objectifs de responsabilité. Alors, Lionel Zinsou, Nicole Notin a pointé un peu les entreprises qui pouvaient être uniquement centrées sur la performance financière au détriment d'autres critères. Vous qui côtoyez ces grandes entreprises qui parfois investissaient dans certaines d'entre elles,
Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que c'est la façon dont vous percevez les choses? Ou est-ce que, au contraire, quand même, vous voyez une évolution quand même depuis quelques années? Vous voulez dire, est-ce qu'il y a une rédemption des entreprises financières? J'étais frappé tout à l'heure, vous avez cité deux entreprises, l'une dont vous n'avez pas donné le nom par pudeur, qui est Spanghero, et l'autre qui est la BNP. BNP Paribas. C'est amusant parce que la salle a ri quand vous avez évoqué le thème de banque durable. Comme si la salle était plus confiante sur le cassoulet durable et les lasagnes durables et soutenables. Et c'est assez typique en fait du fait que la finance a assez mauvaise réputation. Spanghero, c'est pas de chance hein, pour le ministre de l'économie solidaire, c'est une entreprise coopérative. Ça vraiment, je crois que c'était dur parce que vous êtes ministre de l'économie solidaire, tout d'un coup vous passez le week-end à la télévision parce que vous êtes aussi par chance ministre de la consommation. Et puis le lundi matin, vous expliquez que c'est une entreprise coopérative, alors que vous nous expliquez que, bon, voilà, le capitalisme sauvage se donne du cheval dans les lasagnes comme bœuf, et donc on va faire un exemple. Et puis, vous avez vu, il a fallu rétablir l'agrément parce que 330 salariés de société coopérative, voilà, parce qu'on est quand même un petit peu à Bercy dans la promotion de la vertu, la répression du vice, comme on dit pour la police séoudienne. Donc, voilà, de temps en temps, c'est pas corrélé. Et alors, à l'extrême inverse, la BNP, il y a quand même 200 000 salariés, la BNP. Il y a quand même 60 millions de clients entre la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, quelques autres pays. Et donc, au fond, il n'y a pas d'entreprise qui ait 200 000 salariés et qui ne soit pas obligée de rendre des comptes à ses salariés, simplement. Il n'y a pas d'entreprise qui ait quelques millions de clients et qui ne soit pas obligée de rendre des comptes à des millions de clients. Alors, ce que la crise a accéléré, mais c'est un phénomène qui était antérieur, d'ailleurs, Vigéo a été créé avant la crise, donc la prise de conscience d'un besoin d'être responsable dans ses comportements, dans ses valeurs, elle est antérieure, mais néanmoins, clairement, la crise a accéléré quelque chose. Elle a accéléré le sentiment de culpabilité que pouvaient avoir les financiers, parce que les financiers, ils ont des métiers qui sont des métiers dangereux, un peu comme les chimistes, si vous voulez, un peu comme les transporteurs de bateaux, les bateaux transporteurs de pétrole, pardon. Il vaut mieux avoir deux coques qu'une, et souvent dans la finance, on n'a pas deux coques. En fait, on fait un métier assez dangereux, et objectivement, il fallait s'interroger sur les précautions qui étaient prises. Donc, métier dangereux en termes de comportement déviant, mais même métier dangereux quand on n'a pas des comportements déviants. Quand vous vendez des subprimes, c'est-à-dire quand vous vendez des crédits à des gens qui ne peuvent pas les rembourser, en se disant qu'avec un peu de chance, ils vendront leur maison plus cher et rembourseront le crédit. Mais au fond, ce qui vous importe, c'est vraiment de vendre des crédits. Et que vous savez que les taux d'intérêt vont être très bas au début et de plus en plus élevés, et que vous avez compris que vos clients n'ont pas compris, vous êtes un délinquant. Vous faites ça au fond de l'Arizona, vous faites ça en Californie, parce que le gouvernement, l'administration Clinton ont souhaité que le logement pour tous, et donc voilà, on va endetter des gens qui ne peuvent pas faire face à leurs obligations. Vous êtes des délinquants. Vous avez un projet qui est en soi un projet assez dangereux, mais vous êtes en plus déviant. Enfin, dans la crise financière, ce qui nous est arrivé, c'est beaucoup de choses qui n'étaient pas des transgressions de la loi, qui n'étaient pas de la délinquance. Et il n'y a pas que des Jérôme Kerviel, je ne sais pas comment s'appelait le trader de la baleine, le trader de la chaise baissée, il avait su surnommer la baleine. Vous n'avez pas que ces personnages romanesques, vous n'avez pas que les vendeurs à New York des fonds Abacus de Goldman Sachs. J'ai bien compris que le subprime c'était vraiment pourri, je vais faire des fonds entièrement subprime, je vais prendre ce que j'ai dans le bilan de Goldman Sachs, je vais rassembler tout ça et je vais le vendre à des tiers. C'est un empoisonnement financier. C'est de la délinquance, c'est pénal. C'est pénal. Il y a une proportion de gens qui méritent probablement des sanctions pénales dans la finance, qui est à peu près la moyenne de la distribution.
consommation normale de la population. Il n'y en a pas beaucoup plus dans l'agroalimentaire, il n'y en a pas beaucoup plus dans la finance. Voilà. Mais nous faisons un métier dangereux, et donc qui demande des précautions, et je crois quand même qu'il y a une accélération de la prise de conscience. Vous voyez, si vous avez, là vous n'avez aucune mention, ce qui est dangereux à mon avis, sur cette eau minérale. Moi je viens de chez Danone, si vous voulez, ça m'inquiète un peu. Vous voyez, chez Danone, qu'on co-gère avec la CFDT, il faut le dire à personne, mais chez Danone, on est une entreprise responsable depuis très longtemps. Et chez Evian en particulier, vous avez beaucoup de mentions que vous n'avez pas là. Et ces mentions vous protègent de beaucoup de choses. Vous êtes une industrie réglementée sur la sécurité alimentaire. Je veux dire, ou si minéral et naturel, vous ne savez pas, mais c'est bien étiqueté. Vous n'étiquetez pas comme ça les produits financiers. Or, nous faisons un métier très particulier. Ça consiste à vous demander à chacun votre épargne, vous demandez votre argent, et à l'immobiliser. Vous en a prêté au groupe SOS, par exemple, ou à moi, au groupe PAI. Bon. Et d'immobiliser pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et chacun d'entre vous, en fait, vous souhaitez que cette épargne soit immédiatement exigible. Actuellement, nous sommes en train de lever des fonds pour PAI, pour investir. On lève des fonds pour 10 ans. Donc on est en train de dire aux gens, confiez-nous 3 milliards d'euros, on va vous les rendre avec un bénéfice en 2023. Et vous ne nous demandez rien avant 2023. Mais chacun d'entre vous, et qui à la fin, je tournerai en disant, vous n'auriez pas un peu d'argent que je vous rendrai en 2023, vous souhaitez en moyenne pour votre épargne qu'elle soit exigible et remboursable demain. C'est de l'épargne à vue. C'est un métier de transformation. Si la confiance disparaît entre vous et moi, si vous avez le sentiment que vous ne pourrez pas demain récupérer cet argent que vous m'avez pourtant prêté à 10 ans, en tout cas moi je l'ai immobilisé à 10 ans, il y a un problème. Ce problème est apparu et cette transformation, elle est très dangereuse. C'est comme des usines Céveso. Ça demande un appareil de réglementation pour qu'il n'y ait pas d'abus et pour qu'il n'y ait pas simplement de manifestation du risque, qui est très important. Et dans tous nos métiers de finance, il faut bien voir, on fait un métier intrinsèquement dangereux, pas parce qu'on est spécialement des délinquants, alors on aggrave quand en plus on est un délinquant. Voilà ce que la crise a tout de même fait comprendre. On croyait en 2007 que la finance allait financer le développement du monde sans aucune limite, toute catégorie de risque, dans tous les pays, dans tous les secteurs. Et on s'est aperçu en 2008 que la confiance disparaissait d'un coup et qu'elle créait des problèmes considérables. Voilà le métier qu'on fait, voilà pourquoi il faut effectivement quelle responsabilité. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'on doit comprendre de ce que vous dites que vous avez observé que les entreprises finalement les plus performantes sur le plan financier sont aussi celles qui sont le plus performantes sur le plan social et environnemental, que les deux sont corrélés? Alors ça, c'est une thèse implicite du livre de Nicole, en fait. Il y a quand même une corrélation stricte entre le degré de responsabilité d'une entreprise et sa performance globale. Je crois ça absolument. Alors, j'ai un biais particulier, qui n'est pas seulement que j'ai perdu du temps dans ma jeunesse dans les cabinets ministériels de 1981 à 1986, mais j'ai un biais qui a été plus marquant. J'ai passé 11 ans chez Danone. Et en 1972, Antoine Riboud s'est mis tout le patronat à dos, il a d'ailleurs quitté le CNPF, sur un discours à Marseille célèbre sur le double projet économique et social des entreprises. J'ai donc été élevé dans une entreprise où le dialogue social était une obligation pour tous les cadres. Où les cadres qui n'avaient pas, avec les responsables RH, établissement par établissement, le bon niveau de dialogue, de transmission d'informations, de formation, étaient arrêtés dans leur carrière. On était mis à la porte pour défaut de dialogue social. Ce qui impressionnait quand même les cadres. D'ailleurs, en fait, beaucoup de gens rentraient chez Danone à cause de ça. Donc c'est un biais un peu particulier, parce que pendant 11 ans, j'ai vécu dans l'entreprise agroalimentaire la plus performante de France, la plus croissante, et objectivement, elle avait inventé pas mal de valeurs avant d'autres. Elle a inventé quelque chose, par exemple, en 1985, qui s'appelait les 35 heures chez Cronenbourg, dans un accord de réduction du temps de travail contre flexibilité pour une industrie saisonnière. Et on a essayé d'être une espèce de laboratoire social. Donc c'est un biais, donc ma réponse est
à prendre avec des pincettes. Je crois d'expérience, en France, qu'il est tout à fait démontré qu'il y a une corrélation assez stricte entre la capacité de gérer toutes les parties prenantes, ses salariés convenablement, ses clients convenablement, ses fournisseurs convenablement, avec des règles extrêmement précises, écrites, explicites, et d'être tout à fait performant financièrement. Et je crois que comme financier, c'est la même chose. Tout à l'heure, vous avez fait une introduction sur même le private equity, même la finance. Et Nicole a dit quelque chose comme des retours qu'on impose aux entreprises. On prend des malheureuses entreprises normales et des investisseurs, dit Nicole, les force à des rendements, à des retours sur investissement contre nature. Il y a eu un commentaire célèbre d'ailleurs de Rachida Dati sur l'inflation, des retours sur investissement par les fonds de private equity. Mais c'est resté fameux dans les mémoires, donc c'est un thème cher à la droite et à la gauche dans notre pays. Je cite Rachida que pour ça. C'est cher à la droite et à la gauche. Moi, je crois que c'est vrai qu'en moyenne, le capital investissement a rapporté sur les 20 dernières années, années de crise et années d'expansion, 12% net aux investisseurs. C'est une classe d'actifs rentable. Et je crois que ce n'est pas contre nature. Et je crois que dans un groupe comme le nôtre, on a développé toute une série de politiques liées à l'environnement, à la stabilité sociale et à la gouvernance. On va le faire d'ailleurs, Nicole va bientôt avoir dans quelques jours un conflit d'intérêts parce qu'on va être client des conseils de Vigéo. Et on en parle depuis des mois, donc il y a un conflit d'intérêts latent sur la scène entre le diable que vous avez invité à travers moi et le bon Dieu qui est représenté sous deux espèces avec Nicole et M. Borrello. Mais bon, ça c'est le conflit d'intérêts entre le diable et le bon Dieu, ça arrive. Et donc juste pour vous dire, je crois, puis on peut essayer de démontrer, qu'il y a une corrélation entre, c'est unique dans l'histoire, hein, c'est vraiment un hasard, il y a une corrélation entre la bonne économie et les bons sentiments. Mais je vous rassure, c'est une exception. On va développer. Bon, on va le développer, mais peut-être justement, Jean-Marc Borrello, vous pouvez le développer. Vous êtes à la fois les bons sentiments, je ne sais pas, en tout cas, vous êtes toujours présenté comme un modèle d'entreprise responsable, ou enfin un groupe SOS. Et en plus, vous êtes celui qui a arrivé le mieux à se développer, à changer d'échelle, pour reprendre une expression très à la mode. Est-ce que, voilà, en quoi la carte d'identité du groupe SOS et ses valeurs vous a aidé justement à vous développer? Tout d'abord, la question n'est pas tant le groupe SOS, mais l'entrepreneuriat social au sens large, si vous voulez bien. Il y a quelque temps, j'ai failli la faire sur la coopérative Espanguero, je suis un peu pris au dépourvu, mais il n'y a pas si longtemps, les choses étaient simples. Il y avait une organisation statutaire vertueuse qui s'appelait l'économie sociale et solidaire. C'était lié au statut des coopératives, y compris les banques coopératives, qui étaient animées de bons sentiments, dont les filiales avaient des pratiques un peu plus douteuses, mais en tout cas des banques coopératives. Il y avait les mutuelles, il y avait les associations et les fondations, et ceux-là étaient considérés comme animés de bons sentiments. Alors pour aller un peu plus loin sur Spanghero, je crains que la coopérative qui détienne Spanghero ait détenu dans le passé deux autres entreprises, une qui a été délocalisée et une autre qui a été fermée pour des problèmes de gestion hasardeuse. Donc effectivement, j'ai un peu pensé à Benoît Hamon, je dois vous dire, pendant toute cette histoire, parce qu'on a de temps en temps ce genre de débat. Je ne pense pas, malheureusement, que la vertu soit liée au statut. Alors je vais le refaire, pardon pour ceux que j'ai croisés ici ou là. J'ai contrôlé des associations de malfaiteurs quand j'étais fonctionnaire. Je vois tous les jours des entreprises petites et grandes qui sont extrêmement attentives aux externalités positives ou négatives de leur action, qui sont extrêmement respectueuses de leurs salariés. Je vois des associations dans lesquelles le droit du travail, l'exercice syndical, le niveau de rémunération, etc. n'est pas toujours respecté, au motif que nous œuvrons pour sauver le monde et que donc on ne peut pas s'arrêter à des détails d'horaire ou de salaire. Donc malheureusement,
les statuts ne font pas la vertu, et si on veut, et si vertu me va assez mal d'ailleurs comme concept, mais enfin, si on veut réfléchir à ces sujets-là, il faut effectivement avant tout mesurer. Alors, au-delà de la responsabilité, il y a l'impact social des entreprises. Alors là-dessus, la plupart des grandes universités du monde travaillent sur le fameux impact social. Comment le mesure-t-on, y compris dans les activités strictement sociales, c'est-à-dire que fait-on avec l'argent public investi dans le fait d'offrir un logement à des personnes SDF, dans la gestion des hôpitaux privés non lucratifs, dans la gestion des maisons de retraite privées non lucratives, c'est-à-dire comment mesure-t-on l'impact, et on n'a rien trouvé de mieux que de le mesurer par rapport à l'euro investi. Alors on se retrouve effectivement assez loin des bons sentiments, et on dit pour 1 euro investi dans l'hôpital public, voilà le type de résultat, dans l'hôpital privé lucratif c'est autre chose, et dans l'hôpital privé non lucratif, on trouve une absence de tarifs supérieurs au remboursement de l'assurance maladie, on retrouve une absence de pratiques de clientèle privée au sein de l'hôpital, et pourtant ce sont des hôpitaux qui sont payés comme les autres avec la T2A, c'est-à-dire un remboursement à l'acte, une véritable activité économique. Donc l'enjeu majeur de ce qui nous attend, c'est de mesurer précisément l'impact, et c'est valable aussi pour le monde financier. SOS est né de la lutte contre l'exclusion la plus difficile, la toxicomanie, le sida, vient de créer une société de capital risque. Donc nous avons fait le chemin, parce qu'à un moment donné, il était très bien vu d'être entrepreneur, très mal vu d'être financier. Le problème, c'est qu'on ne sait pas entreprendre sans argent. Et particulièrement, ce secteur de l'économie sociale et nos statuts, bon, pour aller vite, le groupe SOS est une holding associative qui a toute une série d'un arsenal d'entreprises commerciales, de coopératives et d'associations qui gèrent 30 métiers différents, des hôpitaux, des maisons de retraite, des entreprises d'insertion, etc. La particularité économique, c'est que nous n'avons pas d'actionnaires, pour aller vite, personne n'est propriétaire de rien, puisque ce qui serait la holding dans un groupe classique chez nous est une association loi 1901. Donc aucun des 10 ou 12 ou 15, bientôt, peu importe, 1000 salariés ne sont propriétaires de quoi que ce soit. Nous avons décidé de limiter l'écart de salaire de 1 à 10. C'est une décision que nous avons prise parce que ça paraissait pour nous plus logique, compte tenu de nos activités et de nos valeurs, de faire cette limite dans la distribution des salaires. Et effectivement, c'est une structure qui a 20% de croissance, mais elle a 20% de croissance, c'est-à-dire, j'ai vérifié hier, d'habitude je ne suis pas très bon sur les chiffres, je sais que cette année je vais avoir besoin de 87 millions d'euros d'investissement dans les divers projets immobiliers du groupe SOS. Si j'avais des actionnaires, je pourrais aller les voir. Je sais que ces 100 millions vont se reproduire l'année qui suit, sans doute vraisemblablement un peu plus l'année d'après, compte tenu de la croissance de la maison. Et donc le sujet, c'est de dire comment fait-on pour accéder à un financement, changer d'échelle, professionnaliser ces faits, c'est-à-dire que ce secteur qui était constitué majoritairement de syndicalistes, travailleurs sociaux, voire d'anciens travailleurs sociaux syndicalistes, ce qui est un peu le cas d'eux, est aujourd'hui peuplé de plus en plus de jeunes gens issus des meilleures grandes écoles qui sont intéressés par le social business. Donc c'est un changement sans doute de sociologie de nos organisations. 675 000 à peu près cadres, personnes dirigeantes de l'économie sociale vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc ce secteur va pouvoir se renouveler avec une sociologie tout à fait différente. Et enfin, ce mouvement est international. Pour une fois, ce n'est pas franco-français, c'est-à-dire que quand on se balade dans le monde, dans les pays émergents, mais aux États-Unis ou ailleurs, on trouve au cabinet du président Obama des responsables du social business et de l'innovation sociale. On trouve dans l'équipe du maire de Séoul, qui est venu passer 3 jours à Paris à l'invitation du groupe SOS pour visiter nos établissements, un intérêt fort pour l'entrepreneuriat social pour répondre aux besoins sociaux de la ville de Séoul. Un peu partout dans le monde, on trouve un intérêt pour nos sujets. Mesurer est absolument essentiel. Il appartiendra au pouvoir public, qui est un partenaire fort, de décider ce qui est de l'ordre de l'intérêt général. On ne peut pas auto-déclarer l'associativo-machin, c'est l'intérêt général, c'est pas vrai non plus. L'association des commerçants de la place Vendôme, elle risque d'être loi 1901. Je ne suis pas persuadé qu'elle ne poursuive l'intérêt général si on n'est pas commerçant, place Vendôme à Paris.
Une coopérative de milliardaires propriétaires de supermarchés, c'est certes une coopérative, mais c'est une association de milliardaires qui détiennent pour chacun d'entre eux des supermarchés, ou plusieurs. Peut-être d'ailleurs qu'il vaut mieux être salarié dans un grand groupe issu d'une famille du Nord que dans un de ces magasins regroupés en coopérative. Donc il faut se méfier des faux semblants, des simplifications. Je crois que la mesure, encore une fois, est absolument essentielle parce que c'est à partir de cette mesure, alors d'aucuns appelleront ça les externalités positives ou négatives des différentes entreprises, que l'ensemble des univers, finances comprises, vont faire avec ce qui est leur client. Parce que moi, je ne vous demanderai pas 3 milliards, mais si on réfléchissait ensemble à 300 millions. Vraisemblablement, je peux vous garantir moins de liquidité, voire pas de liquidité du tout pour un petit moment, puisque c'est de l'immobilier. Je peux vous garantir que vous les retrouverez, parce que dans un groupe qui est comme le nôtre, statutairement fermé, même s'il y a 3% de croissance, il reste dedans, on ne distribue jamais rien, donc si on investit dans de l'immobilier, ce ne sera pas des subprimes, ce sera des murs d'hôpitaux, de maisons de retraite, etc. Donc vous retrouverez votre capital avec un petit intérêt, mais en plus, je vais faire de vous des gens heureux. Parce qu'en plus, je vais vous vendre la capacité de soigner des gens qui auraient eu des difficultés à accéder à des soins. Je vais vous vendre la capacité de prendre en charge des personnes âgées dépendantes dans nos maisons de retraite 100% à l'aide sociale, c'est-à-dire avec la capacité, y compris s'ils n'ont aucun revenu, de pouvoir être pris en charge. Et donc, je vais vous vendre un supplément d'âme que très vite d'autres vont vous vendre, puisque les fonds d'impact investing se développent un peu partout. Quand nous on dit c'est intéressant, tout le monde ricane. Quand JP Morgan sort un rapport, tout le monde dit ah, cette fois-ci c'est sérieux, puisque JP Morgan a dit l'impact investing est un sujet extrêmement sérieux. Donc l'ensemble de ces univers, comme souvent, ne dépendent pas de nous, mais de vous. C'est-à-dire que vous, lecteurs, vous, consommateurs, vous, épargnants, il vous appartient de demander à la BNP, voilà, que font-ils de vos économies? Demandez à un banquier ce qu'il fait de votre argent. Demandez-lui sur quoi il investit, sur quels critères. Est-ce que par hasard vos économies servent à financer des marchands de tabac, d'alcool ou d'armes? Et ceci dit, sans aucune... je n'ai rien contre tout cela. Mais la réalité du changement, elle n'est pas sur la tribune, elle est systématiquement dans la salle, parce que lorsque vous choisissez dans votre supermarché d'acheter des produits issus du commerce équitable, qui sont labellisés, qui sont contrôlés, sur lesquels il y a eu une évaluation, ça n'est pas tout à fait pareil qu'acheter des produits d'une coopérative qui nous fait prendre des chevaux pour des vaches. Donc c'est la nécessité d'avoir ce contrôle extérieur, et Vigéo évidemment de ce point de vue-là est extrêmement précurseur et essentiel, et deux, le fait que l'entreprise va devenir responsable parce que ses clients, ses salariés et ses actionnaires vont exiger qu'elle le soit. Moi je partage, pour terminer complètement votre idée, selon laquelle nos entreprises sont responsables parce qu'une entreprise gérée convenablement est plus sûre pour ses salariés, elle est plus sûre pour ses actionnaires, elle est plus durable. Qui prendra le risque demain de fabriquer des chaussures de sport ou de les faire fabriquer par une usine en Chine qui fait travailler des enfants? Pas une marque responsable qui risquerait d'être découverte par un gosse qui fait un voyage et qui met sur la toile des photos ou un film d'enfants en train de travailler pour fabriquer les fameuses chaussures de sport en question. Si on est un patron responsable de marque de sport, on ne prend plus ce risque-là. On ne prend pas le risque de dévaster une forêt amazonienne, même si on fabrique du ciment, parce que ça peut à tout moment devenir un drame économique pour l'entreprise qui sera boycottée. Donc il n'y a pas d'opposition à faire entre cette responsabilité d'entreprise, sa rentabilité éventuelle et le respect de l'ensemble des parties prenantes. Je pense vraiment que c'est le fait de travailler sur l'ensemble de ces sujets qui permettent à l'entreprise d'être une entreprise responsable, donc rentable et durable. Je peux dire un mot là-dessus, que je partage entièrement cette conclusion. Il y a une dialectique de la norme et du contrôle par l'opinion. Au fond,
le fameux contrôle du peuple, le contrôle tribunicien exercé par les parlements, etc. C'est bien, mais le contrôle médiatique par l'opinion, c'est tout à fait fondamental. Donc, vous êtes dans une entreprise surveillée par des gens qui doivent faire en sorte que les normes s'appliquent, que la réglementation s'applique. Et je vous dis, par rapport à l'eau minérale, il y a des domaines de la finance qui sont moins surveillés et réglementés, et nous avons en fait besoin de réglementation. Je ne sais pas ce que disent tous les jours les chefs d'entreprise, notamment en France, c'est habituel de dire qu'on a trop de réglementation, qu'il faut simplifier les codes. En Grande-Bretagne, moi j'ai exercé pour Danone en Grande-Bretagne, le métier d'industriel, c'était l'inverse. On vous disait, regardez, en Grande-Bretagne, on a plus de réglementation, on a plus de garanties, on est plus sûr. Et c'était les réglementations produits, process, c'était pas la réglementation du droit social, c'était ce qui concernait la sécurité de la production. Donc je crois qu'on a besoin de plus de réglementation. Mais ce n'est pas le plus contraignant des deux. Le plus contraignant, c'est l'opinion. Ce que vous avez dit sur le scandale, ce que Nicolas dit sur Apple, tout de suite convoqué pour expliquer pourquoi on se suicide chez Foxconn. Et ça, c'est très important. Et les pays qui sont les plus en retard, et moi je regarde souvent le monde en africain et en européen, sont les pays en développement où on confisque l'information. Moi, ce qui me frappe le plus quand je regarde le monde de l'Afrique de l'Ouest, et non plus de la position de financier à Paris, c'est que là où les pratiques restent tout à fait abusives, là où on n'a rien appris dans la crise, c'est là où on a confisqué l'information. On ne sait pas ce que font les entreprises. Et ce que font les entreprises, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient belges, qu'elles soient africaines, au cœur de l'Afrique, dans le secteur minier, c'est juste abominable. C'est aujourd'hui, là, pendant que nous sommes en train de parler, c'est abominable. Parce que l'opinion est confisquée, parce que vous n'en savez rien. Il y a des reportages, il y a des livres, enfin, il faut quand même vraiment le vouloir. Et parce que la norme est violée. Bon. Et ça, c'est toute l'industrie extractive du Congo, par exemple. Mais c'est pareil pour l'agroalimentaire des pays en développement. La mélamine, les scandales qui font qu'aujourd'hui, les citoyens chinois ont peur de l'alimentation made in China. Et qu'il y a eu un effondrement de la consommation laitière. C'est parce qu'on sait que les entreprises violent les règles systématiquement. Mais en Chine, il commence à y avoir une opinion publique, il commence à y avoir massivement des réseaux sociaux. Et donc, la confiscation de l'opinion, c'est difficile à faire, même si elle est un peu contrôlée. En Afrique, ça reste très très facile à faire. Et les entreprises à l'abri de l'opinion violent tranquillement la loi, parce que la pratique habituelle, c'est de violer la loi, et l'exception, c'est de la respecter. Et donc, on a besoin du couple, c'est ça qui a beaucoup progressé à la faveur de la crise, parce que les gens sont devenus quand même beaucoup plus suspicieux, même d'ailleurs dans les pays émergents, c'est ces dialectiques, la norme et l'opinion, la norme, la loi et les médias, et un contrôle qui n'est pas que le contrôle du juge ou de l'agence de notation, qui est un arbitre privé, un juge privé. Nicole a dit, les multinationales n'ont pas d'arbitre, parce qu'il n'y a pas d'arbitre pour les règles du jeu, parce qu'il n'y a pas de règles du jeu, parce que les règles du jeu sont nationales. Bon, les agences de notation sont, autant je trouve qu'elles font un travail exécrable et condamnable pour les États souverains, autant je pense que même Standard & Poor's fait un travail utile pour les entreprises. Ils n'auraient pas dû sortir de là et ni s'occuper de la Grèce, ni s'occuper des produits financiers AAA qui nous ont envoyés dans le décor. Mais sur les entreprises, je pense qu'il faut un travail nécessaire. Donc, il y a un peu plus d'arbitrage, il y a un petit peu plus de normes de juges, de règles de droit, mais ça serait rien s'il n'y avait pas un petit peu plus d'opinion publique vigilante, et il y en a un petit peu plus aujourd'hui. Et ce couple est vraiment fondamental. Oui, on voit d'ailleurs que la pression de l'opinion publique, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a des entreprises qui se présentent comme vertueuses ici et qui le sont moins dans leurs activités dans d'autres pays. C'est un cas de figure qui peut arriver. Mais évidemment, l'opinion publique, elle est plus attentive aux grands groupes. D'ailleurs, les entreprises qui sont le mieux notées chez Vigeo, ce sont en général des entreprises du CAC 40, ou ce sont de grandes entreprises.
comment est-ce qu'on peut faire pour que ces préoccupations redescendent également auprès d'entreprises de plus petite taille? Est-ce que ces préoccupations redescendent, et si ce n'est pas le cas, comment on peut les y inciter? Les raisons pour lesquelles les grandes entreprises et les multinationales cotées ont été les premiers, je dirais, dans la cible des notations, c'est parce que nos clients, qui sont des investisseurs ou des gérants d'actifs, ont commencé à vouloir connaître le comportement de ces multinationales-là dans leur choix d'investissement. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'on n'a pas choisi, nous, le périmètre des entreprises qu'on évalue. Maintenant, il y a d'autres expériences en France et ailleurs qui montrent qu'il y a aujourd'hui des PME. Je ne suis pas tellement une adepte de l'opposition systématique entre les grandes et les petites ou moyennes entreprises. Et il y a vraiment des petites et moyennes entreprises qui, elles aussi, savent tirer leur épingle du jeu quand elles ont compris que derrière ces sujets-là, il y va, comme le disait Jean-Marc, de leur durabilité, de leur performance future et de leur rentabilité de demain. Donc être capable de comprendre que derrière aujourd'hui un choix de produit qui est un produit moins consommateur d'énergie, plus propre, moins polluant, etc., c'est finalement quelque chose qui est payant pour l'attractivité de ces produits aujourd'hui à l'égard d'un certain nombre de consommateurs. Donc être responsable, ce n'est pas simplement un coût, c'est aussi finalement un choix et un investissement. Il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas la petite et la moyenne comme les autres. J'ajoute qu'il y a maintenant un label qui existe sur les PME en France, à l'initiative d'ailleurs d'une association de consommateurs qui a créé cette idée qu'une petite et moyenne entreprise pouvait aussi avoir besoin d'une sorte de label comme quoi elle respectait un certain nombre d'engagements en direction de ses parties prenantes. Alors c'est lent, mais je crois que maintenant on peut parler d'à peu près 70 PME, c'est petit à l'égard du volume, enfin ça progresse, qui elles aussi se mettent dans ce sillage et s'y mettent, je dirais, parce qu'elles pensent qu'elles y ont bien sûr intérêt. Je remarque complémentaire, quelque chose qui est aussi vrai des PME que des grandes entreprises, c'est que les attitudes positives en matière d'environnement, de responsabilité sociale, de gouvernance, rapportent de l'argent et n'en coûtent pas. Parce qu'il y a une idée diffuse qui est que la responsabilité sociale, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Que d'être responsable du point de vue de l'environnement, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Que polluer, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus simple, ça évite de faire des investissements de base, etc. Nous, ce n'est pas du tout notre expérience. À Castelnaudary, il y a 2 entreprises. Moi, j'étais président de celle qui n'était pas Spanghero. Parce qu'elle appartenait à Danone. Bon. Je ne veux pas du tout influer sur vos choix du cassoulet si vous allez dans ces terribles coopératives de distribution qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais les cassoulets de la belle Chorienne, si vous voulez, c'est l'anti-Spanghero. Quand vous entrez dans le groupe Danone, au fond, vous êtes quand même obligé de respecter un certain nombre de règles. Je vous assure que la belle Chorienne qui a toujours gagné beaucoup d'argent, et Spanghero qui n'en a jamais gagné. Spanghero, ils ont beaucoup de mérite, parce que quand vous êtes des frères rugbymen, c'est bien de créer une entreprise, et c'est bien d'essayer de la faire vivre. Bon, à la fin, ils l'ont vendu pour 1 €, ce qui manifestement était trop cher, puisque voilà, la suite, c'était il y a 2 ans. Mais on a toujours été un peu l'anti-Spanghero de l'autre côté de la ville de Castelnaudary. Mais je vous assure que ça ne coûte pas plus cher de ne pas polluer. Je vous assure que le dialogue social, ça ne coûte pas des hausses de salaire plus importantes et une dérive des charges. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'améliorations du processus de production pour ne pas polluer, pour ne pas suremballer, pour ne pas transporter avec les moyens les plus coûteux, qui conduisent les entreprises à une analyse de la valeur. Pourquoi, quand les entreprises rentrent dans cette démarche responsable, elles sont en réalité non pas pénalisées, mais plutôt avantagées, parce que vous êtes obligé de faire une analyse complète de la valeur, de vous demander quel fournisseur, quel client, comment je vais jusqu'au client. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans les plats cuisinés en France, indépendamment du dernier exemple,
vous avez une responsabilité sur tout un écosystème, si vous voulez. Vous avez besoin de fournisseurs de proximité, non pas parce que ça va faire plaisir aux altermardis et aux très nombreux électeurs écologistes à la présidentielle, mais parce que si ça n'était que ça, vous avez vu les chiffres, on ne s'occuperait pas tellement de nos fournisseurs. Parce qu'on a besoin de fournisseurs de proximité, parce qu'on a besoin de sécurité. Moi, j'étais en charge d'une entreprise, donc le groupe Panzani William Sorin, et j'étais comptable du fait qu'en France, on a une filière vivante du blé dur et une filière vivante de la tomate, et en fait, tout peut très bien faire que le blé dur vienne d'Andalousie et les tomates viennent du Maroc, et pas du tout de France. Et c'est un problème de sécurité. Donc, vous pensez complètement la valeur de vos produits, et vous êtes capable, en général, c'est quand même un des miracles de l'entreprise, d'optimiser les coûts tout en respectant un certain nombre de standards, et parce que vous respectez ces standards. Or, c'est vrai, il y a un sentiment diffus dans le patronat le plus réactionnaire, qui est, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Et dans le private equity, puisque vous parliez du capital d'investissement, avec le directeur en charge de l'ESR ici présent, qui est venu voir si, j'allais dire, les choses qu'il faut dire, chez PAI, si vous voulez, on essaye à travers les 15 entreprises qu'on doit gérer, les 150 000 salariés, 20 milliards de chiffre d'affaires, on essaye de diffuser cette culture de l'ESR. Et c'est vrai que les comportements, si vous voulez, on ne peut pas interdire à moins de 18 ans ou moins de 40 ans de regarder Wall Street. C'est vrai que le problème, c'est que vous avez des modèles de comportement. Être un financier professionnel, c'est être un peu cow-boy, c'est être un peu... voilà, j'exige, je fais de la casse sociale, j'exige plus en matière de profit au détriment de toute une série de choses. Et d'ailleurs, c'est franchement ce que j'ai vu au cinéma. Et puis après, les documentaires, Inside Job et autres, Too Big to Fail, ont prouvé que c'était ça, être un financier. Donc c'est vrai qu'on a changé un peu les comportements. La preuve que vous êtes un bon financier n'est pas forcément apportée simplement par le fait que vous vous comportez comme un salaud. Mais bon, sartrien, je veux dire, c'est-à-dire au sens, sinon j'aurais pas osé le dire, mais au sens personne de mauvaise foi. Hein, bon. Alors, voilà, c'est vrai, il faut essayer de s'éloigner du modèle du salaud sartrien, parce que ça n'a juste rien à voir avec ce qui est nécessaire pour investir. Et donc, il faut arriver à casser un certain nombre de comportements, un certain nombre de préjugés idiots, comme ça, du genre, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Bien sûr que la gouvernance qui fonctionne normalement, PAI, on essaie d'avoir des règles de gouvernance, parce qu'on a quelques sociétés cotées qui doivent être gouvernées de façon normale. Je vous assure, c'est une peine légère, ce n'est pas du tout pénalisant pour le compte d'exploitation. Mais je crois qu'il faut le dire beaucoup, parce que c'est pas le sentiment moyen du notable de province. Alors, si on se tourne un peu vers l'avenir, comment ces éléments vont évoluer, comment la notation des entreprises peut évoluer? Et évidemment, les entreprises qui choisissent d'être cotées chez Vigeo, on peut imaginer qu'elles ont déjà fait un bout du chemin. Est-ce qu'il faut rendre la notation obligatoire, enfin voilà, la notation obligatoire comme la notation financière l'est pour les entreprises qui font appel au marché? Contrairement aux agences financières, ce ne sont pas les entreprises qui demandent à être notées, ce ne sont pas les entreprises qui financent leur notation, ce sont les investisseurs des gérants d'actifs qui achètent, qui s'abonnent à de la recherche qu'on leur fournit pour appréhender les risques extra-financiers et déterminer leur choix d'investissement ou faire du dialogue avec les entreprises pour les rendre plus durablement performantes et progresser dans ce sens. Donc moi je crois que le sujet aujourd'hui de la notation extra-financière, il est de savoir si on va véritablement regarder l'entreprise désormais en 360 degrés. C'est-à-dire, est-ce que quand elle communique ses résultats financiers, comme elle communique traditionnellement, et moi aussi, et j'imagine le groupe SOS aussi, ses résultats annuels, on va en même temps s'habituer à rendre compte des autres éléments de la performance globale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avancer vers un type de communication qui ne sera pas seulement financier au sens classique où on le connaît, mais qui sera aussi extra-financier. Alors, il y a déjà des gens qui sont en
recherche de communication intégrée du financier et de l'extra-financier. Je pense que dans un premier temps, c'est pas mal déjà que chacun fasse son job. Vous imaginez, autant je suis d'accord avec ce que dit Lionel, c'est-à-dire il faut chercher la valeur dans tous les compartiments de la performance de l'action d'entreprise. Mais est-ce que tout ce qui est valeur est toujours transformable et convertible en euros? Et quand des gens me disent mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, je donne souvent l'exemple de dans une entreprise, j'agis contre des accidents du travail, je peux effectivement dire j'ai évité telle dépense. Donc on voit bien une relation avec la comptabilité ou les résultats financiers. Quand au contraire on va dire j'ai 2 ou 3 ou 4% de masse salariale qui est utilisée pour former les collaborateurs, est-ce que quelqu'un sait dire, quand je pose cette question aux DRH, ils ont en général beaucoup de difficultés à répondre, est-ce que la formation, c'est-à-dire le coût, ce coût qui est mis, est-ce qu'on sait dire quel est son retour sur investissement en termes, y compris monétaires? C'est quasi pas possible. Et pourtant, personne aujourd'hui n'imagine ne pas déployer des budgets formation en direction de tel ou tel type de collaborateurs. Donc oui, il y a un certain nombre de choses où la relation, je dirais, de cause à effet peut être établie, mais il y en a d'autres sur lesquelles c'est vraiment pas tout à fait comme ça, spontanément évident. Et donc, moi je plaide pour qu'il y ait une communication intégrée au sens où les mêmes personnes puissent accéder aux deux informations, mais qu'il y a peut-être nécessité dans un premier temps que ces deux types d'informations cohabitent avant de vouloir à toute fin les intégrer, car je crains que la financière mange beaucoup de l'extra-financier. Mais est-ce qu'il faut une contrainte législative pour obliger à cette double communication? Il peut y avoir une incitation législative. Moi, j'observe, ça commence. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui le pratiquent, mais je vois dans les assemblées générales de l'année dernière, eh bien, le thème de la responsabilité sociale figure désormais dans les ordres du jour d'une assemblée générale. Je connais au moins 3 entreprises qui ont y compris communiqué leur notation extra-financière. Donc voilà, il y a ceux qui tirent, mais c'est vrai que parfois une petite incitation réglementaire qui oblige à faire, qui ne dit pas le comment faire, qui oblige à faire, peut effectivement aider à la vertu. Jean-Marc Borrello, est-ce que dans les années qui viennent, on va voir éclore des entreprises sociales de grande taille avec un accès à un financement facilité? Je crois qu'on va voir éclore des entreprises sociales de grande taille qui viendront de l'univers du marché et qui auront acquis des pratiques de plus en plus respectueuses de l'environnement, des pratiques sociales, de la mesure des externalités positives, et des grandes entreprises sociales qui viendront du secteur de l'économie sociale et solidaire et qui vont continuer à grandir, mesurant leur impact et se rendant compte à un moment donné qu'elles ont affaire aux mêmes difficultés qu'une entreprise classique, et entre autres le financement. C'est-à-dire que très objectivement, mesurer l'impact sur des activités de lutte contre les exclusions, ça veut dire le groupe SOS à Paris héberge tous les soirs 2500 ou 3000 personnes sans domicile. Quand on me dit pourquoi se développer, je dis parce qu'il en reste 4000 qui sont toujours dans la rue, d'une part, et d'autre part que nous avons, si nous nous sommes développés, c'est pas simplement parce que nous étions un peu plus performants sur les modèles de gestion, c'est parce qu'on a proposé des modèles de prise en charge qui étaient économes en fonds publics, ce qui a été évidemment apprécié au moins longtemps à Bercy comme ministère des Affaires sociales. C'est-à-dire la capacité d'innover socialement. Lorsqu'on démontre dans ce pays depuis une quinzaine d'années, chiffre à l'appui, qu'une entreprise d'insertion qui permet à un chômeur de longue durée de retrouver un emploi, etc., permet pour 1 euro investi par les pouvoirs publics de récupérer 2,26 €. Là, pour le coup, c'est une rentabilité assez convenable. Depuis 20 ans, on fait faire la même démonstration. Nous, cette année, on l'a fait faire par McKinsey, puisque évidemment, ce qu'on dit nous n'est pas pris au sérieux, donc on va chercher des gens sérieux qui viennent examiner les actions pour faire des rapports sur, et qui redisent ce que dit l'AVIS depuis des années.
Et chaque année, on appelle le ministre pour dire, s'il vous plaît, on est en Seine-Saint-Denis, on aimerait embaucher 30 gosses de plus, il nous manque 30 postes d'insertion. Ah oui, mais ça coûte 7 800 € par an. Je dis oui, mais si ça rapporte 2 fois 26 sur l'investissement de l'argent public, peut-être ça vaut la peine. L'innovation, quel que soit, le fait d'examiner, de détailler dans ses comptes et dans ses pratiques l'ensemble des éléments, ça permet aussi d'imaginer des dispositifs moins coûteux. Je ne pense pas qu'on puisse augmenter très longtemps les dépenses sociales dans ce pays. Et donc, un des sujets, c'est de dire comment assure-t-on plus de solidarité avec moins d'argent public. Ça nous invite à réinventer, à réexaminer nos pratiques. Lorsque depuis 30 ans dans ce pays, on continue à héberger des personnes sans domicile à l'hôtel pour une durée moyenne de 2 ans dans Paris intramuros, ça coûte, on dépense à peu près 150 millions d'euros par an pour héberger des familles dans des hôtels à Paris. On a eu il y a quelque temps une idée avec l'État et la ville de Paris. On a dit en fin de compte, il y a des logements disponibles dans le secteur privé. On ne va pas attendre de construire ces fameux milliers de logements qu'on ne verra jamais. On va les louer, nous, et on va installer des familles. Au lieu de les loger dans des hôtels avec papa, maman, puis les enfants, ce qui est assez pratique à gérer, où on ne peut pas faire de cuisine, donc il faut en plus prévoir la nourriture de la famille. On va louer des appartements, on va installer ces familles, ça va durer 2 ans. Ils seront mieux installés, les enfants iront à l'école normalement, la famille vivra. Alors pardon, on sait que c'est, on ne paye pas, hein, c'est pour Bono, c'est pour ça. Donc un grand cabinet fait l'audit et dit que ça coûte 40% du système antérieur. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour la famille de vivre dans un appartement pendant 2 ans que de vivre dans des chambres d'hôtel. Ça, c'est un sujet qui réinterrogeait les aspects économiques, les aspects environnementaux et les aspects sociaux d'une entreprise, c'est effectivement la rendre plus performante en permanence plutôt que de considérer qu'on est installé sur la circulaire B28 du ministère des Affaires sociales, qu'elle va durer 100 ans et que donc on peut dépenser 200 millions d'euros pour loger des personnes à l'hôtel à Paris. Le fait d'interroger en permanence et de rendre transparent nos pratiques, moi je crois que le changement viendra effectivement de la force des citoyens et de la société civile qui va devenir de plus en plus exigeante sur la manière dont effectivement sont fabriquées ces lasagnes, mais sur la manière dont est gérée son épargne et de plus en plus l'idée d'avoir des notations indépendantes sur les entreprises finiront. Il existe la finance solidaire depuis un certain nombre d'années, alors certes c'est démarrant, enfin il y a un sujet qui est en train d'augmenter. Nous on a une petite société de capital, j'ose à peine le dire compte tenu des chiffres qui ont été évoqués, mais enfin pour permettre à ces entreprises de grandir, on avait repéré une difficulté, c'est-à-dire qu'un certain nombre, il y a toute une série de dispositifs intelligents avec l'ADI, France Active, etc. pour des petits montants, 50 000, 100 000 euros, lancer une petite structure. Et puis il y avait un vrai déficit, c'était entre 500 000 et 1,5 million d'euros, des entreprises, quelle que soit leur forme, qui géraient des hôpitaux, maisons de retraite, etc., qui n'accédaient pas en haut de bilan à ce type de somme et donc qui ne pouvaient pas se réformer ou se développer. Donc on a créé une petite société de capital risque qui a une particularité, c'est qu'il y a un comité d'investissement, évidemment, puisqu'on l'a créé avec des fonds pour ne pas les citer, AXA, etc., qui ont mis de l'argent dans cette entreprise. Et avant ça, on étudie l'impact social, c'est-à-dire qu'un comité complètement indépendant, comme on a peu d'argent, qu'on ne peut pas financer tout le monde, le premier comité étudie l'impact social. Alors il y a 600 critères, bien entendu les gosses de SOS ont mis AAA parce que ça les amuse, AB, etc. Si l'impact social est intéressant, le comité d'investissement décide ou pas d'investir dans l'entreprise sociale en question pour lui permettre de se développer. Et moi il me semble d'ailleurs, je suis persuadé que si on bénéficiait des conseils de grands gestionnaires, on ferait beaucoup mieux que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons la nécessité de rendre des comptes et vous avez l'impérieuse obligation de demander des comptes. Le plus drôle, c'est des banques, hein, parce que je ne vais pas les reciter. Je suis ravi de savoir que de grands établissements bancaires se mettent à réfléchir sur la manière dont ils pourraient devenir de grands établissements bancaires. C'est plutôt une bonne idée, mais
quand vous allez voir votre chargé de clientèle, demandez-lui est-ce que vous avez des fonds solidaires. Surtout dans la banque à question. Si vous allez au Crédit Coop, vous aurez la panoplie. Dans la banque à question, vous demandez ce que vous avez, si quelques-uns d'entre vous y sont restés. Vous demandez des fonds que je voudrais investir sur des fonds solidaires et vous allez passer un moment agréable qui va vous donner la stupeur dans les yeux de votre interlocuteur. Eh bien, voilà, c'est vous. Et si vous demandez tous à vos chargés de clientèle où sont les fonds solidaires, est-ce qu'il y a de la finance solidaire chez vous, vous verrez que les entreprises, même les grandes banques qui réfléchissent, vont cesser de réfléchir et avoir des pratiques un peu plus dynamiques. Lionel Zinsou, en conclusion, vous nous avez dit que vous avez démontré qu'il n'était pas plus coûteux d'être responsable, au contraire, que c'était évidemment une force, vous avez démontré ça avec conviction, ça ouvre des perspectives. Comment vous voyez, est-ce que vous sentez un effet boule de neige autour de ces convictions? Ah oui, oui, et puis je crois que c'est quand même un mouvement international. C'est-à-dire que la France n'est pas isolée à chercher à progresser. Les fameux fonds de pension anglo-saxons qui sont les horribles prédateurs des entreprises du CAC 40, aujourd'hui, nous allons les voir pour lever des fonds. La première chose qu'ils nous demandent, c'est où en êtes-vous de vos valeurs, de vos principes, de vos politiques? Prouvez-nous que vous respectez l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance. Les mêmes, hein, les fonds de pension californiens, les professeurs texans, le fonds d'État de la Pennsylvanie, c'est la première chose qu'ils nous demandent. Donc les anglo-saxons bougent beaucoup, pour la même raison, c'est qu'ils ont des centaines de millions de retraités. Je suis allé au Japon il y a quelques semaines, devant les fonds de pension japonais, fonds d'État, fonds régionaux, fonds d'entreprise, qui considèrent que le private equity c'est le diable et l'Europe c'est loin. Alors je vais leur dire non, l'Europe c'est tout près, c'est pareil, et le private equity c'est la solution, c'est pas du tout le problème. Apporter des financements à l'entreprise, c'est important pour la structurer. Et nous ne sommes pas des acteurs court-termistes, comme vous pourriez penser. On gère l'argent à 10 ans d'horizon, et 10 ans d'horizon, c'est plus long que la bourse, c'est quelque chose... Bon. Alors j'ai pris des exemples vertueux, par exemple, j'ai dit, regardez, on a enrichi les agriculteurs dans Yoplait. Enfin bon, j'ai pris les exemples les plus vertueux de ma panoplie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est universel. Un japonais sur l'environnement, c'est devenu totalement obsessionnel. Ça était déjà objectivement pas mal, mais post-Fukushima, on ne peut pas faire plus sensible. La responsabilité sociale dans un pays qui vieillit, un pays qui commence à avoir des anxiétés sociales tout à fait différentes de cette espèce de quiétude, de certitude de l'enrichissement du passé. Et la gouvernance dans un pays qui a une culpabilité très forte sur la gouvernance des grandes entreprises japonaises, où les grands dirigeants passent leur temps à s'excuser après des choses terribles. Il y a un passage dans le livre de Nicole qui est un thriller, le livre, pas en général le livre, mais ce passage sur TEPCO, l'entreprise dont Vigéo savait qu'elle allait perdre 10 réacteurs dans le prochain tsunami parce qu'elle ne respectait rien, alors qu'elle était notée AA. Mais il y a une obsession de la bonne gouvernance au Japon. Donc quand vous allez voir les fonds japonais, pour essayer de les convaincre d'investir chez vous, la grille de critères est vraiment exigeante. Donc c'est quelque chose que je vois quand même changer beaucoup. Même en Chine, quand vous allez dans la Chine d'aujourd'hui, quand vous parlez avec les nouveaux dirigeants, le thème c'est quand même l'environnement auquel on ne peut plus respirer à Pékin parce que personne n'a rien respecté, qu'il n'a pas mis les normes, et il y a un moment il va falloir respirer à Pékin. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit par exception, il faisait beau à Pékin parce qu'on pouvait respirer. Mais grosso modo, sur 365 jours, on peut respirer 65 jours à Pékin. Ça ne peut pas s'aggraver beaucoup, vous voyez. Donc les préoccupations, elles montent aussi dans les pays émergents. C'est pour ça que je suis personnellement assez confiant sur le fait que le sentiment d'urgence sur la responsabilité de l'entreprise, il est plus grand. Puis il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un vide, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est on ne va pas augmenter beaucoup les dépenses sociales.
Oui, mais alors, qui va faire le job? Et on commence à se dire, mais il faut que les entreprises s'y mettent, il faut que le secteur privé s'y mette. Ou d'ailleurs, quand je dis secteur privé, ce qui n'est pas l'État, qui peut très bien être le secteur associatif. Nous, on a créé une fondation HPI, on n'en parle à personne, essentiellement parce qu'on ne veut pas faire les malins, parce qu'on passe déjà pour faire les arrogants. Mais pourquoi on a créé ça? Parce que vous avez cité l'ADI, on travaille avec l'ADI, ARES, Aurore, on est tout à fait. On est tout, oui, le BNP aussi, absolument. Mais moi, je pense que le BNP est une excellente banque responsable. Donc, bon. Mais c'est pas du tout parce que nous sommes Paribas Affaires Industrielles, émancipés depuis peu de temps, la BNP. Mais bon, c'est un petit biais, je le reconnais. Mais non, ce qui est important, vous avez dit, on ne pourra pas, les dépenses sociales ne vont pas monter au ciel, elles vont même régresser, parce qu'il va falloir tailler dans les dépenses publiques. Donc, le secteur productif, qu'il soit associatif, solidaire, ou qu'il soit for profit et vraiment privé, va devoir prendre en charge plus de responsabilités et doit le faire d'une façon, et c'est là qu'il y a l'urgence, doit le faire d'une façon qui va être efficace et plus efficace. Moi je crois tout à fait aux 40%. Dès qu'on fait une analyse de la valeur, on s'aperçoit qu'on peut rendre un certain nombre de services, y compris publics, pour moins cher, avec une qualité plus adaptée. Et heureusement, parce que c'est toute l'histoire du progrès économique qui est comme ça. L'idée qu'il va falloir augmenter les dépenses pour augmenter les prestations est une idée folle. Il est démontré dans beaucoup de pays, notamment dans les pays scandinaves, montré bien plus tôt que ce n'a été le cas au sud de l'Europe, qu'on sait gérer une qualité de prestations sociales, de responsabilité, dans des conditions d'efficacité qui sont saines, et on peut redistribuer la différence. Parce qu'on a tout à fait des idées sur les 40% d'économie ou les 60% d'économie dans ce cas-là. Voilà, ça qui me rend relativement optimiste. Mais je ne crois pas du tout qu'on puisse faire ça dans des conditions ultra-libérales où on penserait que le marché va s'y adapter tout seul et que, bon, très bien, il va falloir passer les services publics au marché, ben, le marché va s'en occuper. Je pense que ça demande un pacte social, une réflexion collective. Je pense que ça demande de la négociation entre partenaires. Je pense que ce qui est arrivé de mieux en France depuis 9 mois, c'est la méthode. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'entendais un responsable des CFDT expliquer qu'on allait demain annoncer un nouvel accord sur la sécurisation du travail et la flexibilité. Ça demande une méthode. Ça demande d'accepter que la réglementation, c'est pas un gros mot en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui doit s'adapter, qui doit recevoir des moyens. Donc moi je ne crois pas du tout au renard libre dans le poulailler libre, et quand le renard libre a suffisamment mangé de poules, on ajoute des poules libres, si vous voulez. Je ne crois pas que ce soit le bon paradigme. Je pense que nous avons un intérêt dans le secteur privé à une réglementation décente et négociée. Bon. Est-ce que c'est très dominant dans le patronat, si vous voulez? Moi, j'ai aucune responsabilité patronale. Je n'ai pas le sentiment que ce soit très dominant, mais j'ai l'impression en même temps qu'il y a de plus en plus d'exemples. Mais c'est quand même le MEDEF qui a signé l'accord avec la CFDT. Donc voilà, je crois que les lignes bougent et ça me rend assez optimiste. Bon, voilà, un discours réjouissant en cette période de sinistrose. On peut passer aux questions de la salle? Oui, parfait, il nous reste 20 minutes, je crois. Je vois au fond là-bas. Bonsoir, je ne voudrais pas mettre de la tristesse dans la salle, c'est réjouissant. Je trouve que vous êtes un peu dans les bonnes intentions et dans un peu de catalogue des vœux pieux. Alors, c'est pas, encore une fois, pour comment dire, avoir un esprit auteur. Alors, je trouve que je travaille dans une association qui s'appelle Vivagora, qui travaille dans l'innovation responsable, donc dans l'amont, si vous voulez, de la production d'un certain nombre de produits. Alors, je ne vais pas vous parler de ça, mais je voudrais revenir sur quelques points que vous avez évoqués. Monsieur Zazou, il me semble que vous êtes assez contradictoire dans vos propos. D'une part, à un certain moment, vous avez dit qu'il faut gérer les parties prenantes. Et puis ensuite, vous dites qu'il faut négocier avec elles. Alors, il faut savoir, soit on les gère, soit on négocie. Il me semble que ce n'est pas la même façon de faire.
il me semble qu'on n'aborde pas les parties prenantes de la même façon qu'on considère qu'on les gère pour des visions managériales ou stratégiques, ou lorsqu'on considère que l'on dialogue avec elles dans une vision constructive de négociation. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Monsieur Borrello, vous avez indiqué, alors moi, un propos avec lequel je suis en accord, qui est l'idée que les citoyens consommateurs ou les citoyens sont responsables et que cette responsabilité, en quelque sorte, est une incitation pour que les entreprises deviennent elles-mêmes plus responsables. En même temps, je me demande si vous ne faites pas par là un transfert de responsabilité sur les consommateurs ou les citoyens qui décharge en quelque sorte les entreprises de leur propre responsabilité. D'autant que les consommateurs aujourd'hui sont confrontés à des difficultés de choix extraordinaires. La complexité des produits qu'ils doivent acheter fait que finalement ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Prenez l'iPhone. Vous avez vu le délire absolu de consommation sur ce produit, qui par ailleurs pose des tas de problèmes environnementaux et sanitaires et sociaux dans les usines qui les produisent. Une filière de production extraordinairement complexe, encore pire que celle de Spondyro, etc., avec des intermédiaires dans tous les sens, etc. Les gens ne peuvent pas y voir clair. Donc, dire que les gens peuvent choisir librement, et que c'est à eux de faire le choix, etc. Évidemment, quand ils ont un produit, une chaîne éthique, et un commerce équitable, ils peuvent peut-être faire un choix éclairé quand ils ont les informations, et quand ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas faire ce choix. Donc j'aimerais bien vous m'éclairer aussi sur ce point-là. Et puis de manière générale, et je pense que Mme Notat pourrait revenir là-dessus, je pense que vous avez évité pour le moment de rentrer dans le lard des choses, c'est-à-dire la question, d'une part, de la mesure de ce que c'est que la responsabilité d'une entreprise. Vous êtes resté très généraux là-dessus. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous mesurez précisément les critères, quels sont les critères précis que vous utilisez. Madame Notat, il me semble qu'elle a répondu là-dessus. Bon, ok. Non, je n'ai pas terminé, juste encore une phrase. Donc, donnez-nous des exemples précis de travaux que vous avez pu faire et qui sont peut-être disponibles publiquement. Je vous propose de laisser lui répondre. Je termine, et puis la dernière chose, c'est, et M. Borrello, vous avez évoqué un peu la chose, c'est la question des incitations. Quelles sont les incitations autres que celles de transférer la responsabilité sur les consommateurs que vous envisagez pour l'ensemble des critères de la responsabilité sociale, environnementale et économique? Je vous remercie. Merci. Alors, une ou deux autres questions et puis on répondra, enfin les intervenants répondront. Oui. Moi, ma question portera sur comment on peut expliquer le comportement des grands groupes dans les pays en voie de développement et par rapport aux pays émergents. Je prends le cas de Total, par exemple, en termes de comportement. Quand on voit le comportement de Total en termes d'environnement au Nigeria, et que ce Total-là est magnifié un peu partout, je pense que comment est-ce qu'un groupe peut avoir, une identité ailleurs et une autre identité dans les pays émergents. Deuxièmement, je serais pour Lionel, la confiscation des informations pour indiquer ou donner la tendance aux populations. Comment on peut y arriver? Est-ce que l'Internet peut aider? Est-ce que les médias peuvent aider dans des pays où la gouvernance n'est pas au très bon niveau? Merci. On prend trois questions et puis on va les prendre 3 par 3. Bonsoir, je m'appelle Geneviève Boucher, je suis futurologue. Alors, je travaille à 30 ans, 50 ans. Donc, moi, la semaine prochaine, c'est trop court, je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis venue ce soir parce que je me suis intéressée au livre de Mme Notat et il y a marqué une urgence. Alors, sur l'écologie, on nous bassine sur l'urgence depuis maintenant plus de 30 ans. Donc ça, c'est Michel qui me parle. Hein, et je sais qu'il va nous falloir à peu près un siècle pour que ça s'arrange. Et donc, là, sur le social, je suppose que si elle a utilisé le mot urgence, il y avait une vraie idée derrière que j'ai un peu entreaperçue ce soir. Parce que, à mon sens, ce que vous annoncez, c'est
Le consommateur va devenir plus responsable, l'épargnant va devenir plus responsable. Il m'aurait semblé intéressant qu'on dise il y a des acteurs qui vont mieux jouer leur rôle. En particulier, la démocratie doit jouer son rôle. Je n'ai pas entendu le mot démocratie et ça m'a un petit peu gênée. Et je me demande si c'est parce que je n'ai pas entendu le mot démocratie que l'histoire d'urgence me gêne. Parce que si la démocratie s'installe, ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Merci. Alors, Lionel Dinsou, les parties prenantes. Oui, non mais j'ai dû être maladroit dans l'expression. Les parties prenantes, c'est toutefois une traduction un peu maladroite des stakeholders dans une entreprise par opposition aux shareholders. Donc c'est toutes les parties prenantes et pas seulement les actionnaires. Et quand je dis qu'il faut gérer les parties prenantes, c'est que dans les parties prenantes, il y a gérer la relation avec ses clients, il y a gérer la relation avec ses fournisseurs, il y a développer ses fournisseurs, il y a protéger ses fournisseurs, il faut rendre ses fournisseurs transparents, etc. Et puis il y a les autorités publiques, et puis il y a les institutions de proximité, institutions de recherche, et enfin on vit dans des écosystèmes et il faut gérer ces relations. C'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas voulu dire il faut s'abstenir de négocier dans la relation avec eux. Il y a des gens avec qui on négocie des contrats, des fournisseurs, il y a des gens avec qui on fait des propositions commerciales, ses clients, et il y a des gens avec qui on entre dans des négociations comme les partenaires sociaux. Et quand j'ai dit gérer les relations avec les parties prenantes, ça ne voulait pas dire de façon autoritaire contraindre à des comportements et développer des syndicats jaunes. Vous voyez ce qu'on faisait chez Peugeot Citroën il y a des décennies, je vous rassure tout de suite. Empêcher les syndicats représentatifs d'être représentatifs. Enfin, c'était pas gérer dans ce sens, réprimer les libertés, non. C'était, on a un certain nombre, c'est une tâche du management de s'occuper de l'ensemble des parties prenantes à 360 degrés dans une entreprise. On en tire à la fois des sources d'efficacité et à mon avis des sources de soutenabilité et on réduit les risques de l'entreprise, y compris les risques médiatiques, les risques de surprise vis-à-vis de la loi, etc. Gérer une entreprise, c'est toujours dangereux. Tout à l'heure, on a fait une évocation brève des accidents du travail. Si vous voulez, c'est une responsabilité terrible, les accidents du travail. Quand vous voyez une statistique d'accidents du travail dans une usine qui tout d'un coup ne va pas, c'est l'indicateur qu'il y a énormément d'autres choses qui ne vont pas. Et on ne s'intéresse pas dans le fait quand on arrive à réduire les accidents du travail, le fait que ça rapporte des euros supplémentaires, c'est pas le sujet. Vous avez une évolution pathologique de l'entreprise, de l'usine concernée, de l'établissement. Alors ça peut être que le directeur est en vacances et mal remplacé, mais ça peut être des facteurs d'anomie terribles de l'entreprise. Donc c'est compliqué de gérer l'ensemble des relations. Tous les indicateurs sociaux, parce qu'on utilise quand même des batteries d'indicateurs extrêmement précis, qui est une autre partie de votre question, et on suit socialement toute une série d'indicateurs. L'accident du travail est un des indicateurs les plus sensibles sur le climat social, la qualité du management, et il est suivi, je vous assure, mais c'est dans l'industrie agroalimentaire que je connais mieux que les autres, si vous voulez, le risque d'accident au travail est une obsession de la gestion, une obsession. Et donc, voilà, ça pour dire, gérer, c'est pas réprimer, contraindre, ça passe aussi bien par la négociation. Nicole Nathan, on vous demande d'être plus précise. Je précise sur quelle est la grille de critères à partir desquels on analyse. Il y en a 39, 40 en tout, je ne vais pas les citer tous. Je vous ai parlé du respect par les multinationales, les entreprises en général, des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, par exemple, c'est le fait qu'une entreprise ne fait pas entrave à la liberté d'association, c'est-à-dire à la liberté syndicale. C'est le fait qu'elle doit promouvoir le dialogue social et promouvoir la négociation collective. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Il y a un autre critère qui est prévenir la discrimination à l'égard du sexe, à l'égard de toutes les catégories qui sont sujettes à discrimination et promouvoir l'égalité. Un troisième critère des droits fondamentaux, c'est faire reculer toutes les formes de travail proscrites. Travail des enfants, travail des prisonniers.
travail des enfants, c'est pas en France, mais ça peut être chez des fournisseurs de français. Et enfin, c'est le respect des droits fondamentaux, des données personnelles, du respect de la vie privée, etc. Voilà 4 facteurs d'analyse qui nous viennent des droits fondamentaux de l'OIT. Quand on fait l'analyse sur l'employeur responsable, on va y ajouter la question d'un salaire, de l'objectivité et de la transparence des conditions de rémunération. On va y ajouter la formation, le développement des compétences, des qualifications des salariés. Voilà, il y a une série de matières comme ça, et c'est pour ça que je dis que l'information est notre matière première. Et je vais du coup répondre au monsieur qui posait la question sur le Niger. C'est qu'aujourd'hui, les informations financières, elles sont consolidées au niveau d'un siège à partir de toutes les unités, de la plus petite unité dont le groupe s'est doté. Dans l'information extra-financière, on n'en est pas là. Dans l'information financière, il y a souvent des groupes qui rassemblent de manière comme ça, un peu de manière artisanale. Ça évolue. Mais les informations qui proviennent de leurs filiales, de leurs business units, etc. Donc, un des premiers enjeux de cette information qui est la matière première et qui doit être de qualité et qui doit véritablement rendre compte des pratiques de toutes les entités de l'entreprise, c'est effectivement que chaque entité ait son système, entre guillemets, on dit de reporting, c'est-à-dire de renvoi au siège d'une information qui va permettre au siège de consolider l'information extra-financière comme elle le fait sur le financier. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça, c'est pas obligatoire, et quand on est installé au Niger, on n'a pas forcément encore une méthode de reporting extra-financier qui assure qu'on puisse avoir tout à fait l'œil sur toutes les entités, toutes les filiales. L'urgence, juste un mot à la dame, l'urgence pour moi, c'est ce que disait Lionel tout à l'heure, les pouvoirs publics vont avoir de moins en moins de moyens financiers. Et les enjeux et les défis du monde de demain, que ce soit les inégalités de développement, que ce soit les inégalités, les sujets climatiques, nous obligent à penser à un autre mode de croissance, nous obligent à faire de l'innovation dans les différents types d'entrepreneuriat, parce que les entreprises à but non lucratif, il faut le dire, non pas, avec les conditions dans lesquelles elles sont attendues aujourd'hui, ne peuvent pas forcément répondre à tous les besoins dont parle Jean-Marc dans les conditions qui sont attendues du lucratif. Ça veut dire qu'elle ne fait rien, mais ça veut dire qu'elle ne capte pas, les travailleurs pauvres, on en a aujourd'hui, on augmente des besoins qui ne sont pas satisfaits. Bon, donc et donc, je me dis, puisque cette réalité de changement est forte, et que les pouvoirs publics ne peuvent plus financer demain tout ça, eh bien oui, il faut que l'entreprise, les acteurs privés, les acteurs économiques, les acteurs financiers fassent évoluer leur regard sur leur propre fonction et leur propre rôle. Et ça, je dis, c'est une urgence, c'est pour ça que j'ai mis une urgence à ça. Je me permets juste du coup, pour rebondir sur votre question, de faire un peu de publicité pour le livre de Nicole Montard, où elle explique très bien la façon dont Vigéo travaille, où ils vont chercher les informations, quel type d'informations. Voilà, il y a toute une série de pages qui est consacrée à ce thème. Et voilà, donc c'est très concret et très intéressant. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nicole sur le Nigeria. Moi, je crois que la demande d'information, je dirais dans le même sens que M. Borrello, il faut que la société civile réclame, revendique et affirme ses droits. Et ça, dans tous les pays du monde. Je ne crois pas que la remontée des informations des business units de Total au Nigeria ou d'Areva au Niger, par exemple, soit un peu lente et un peu artisanale, alors qu'on sait remonter la production des fluides du Nigeria et la production d'uranium des mines d'Agadez. Je ne suis pas sûr que ce soit juste des questions de remontée de reporting un peu lente. Je pense que ça va rester lent assez longtemps, en fait. Parce que il y a un poids de l'histoire qui est considérable. Moi j'aime bien les dirigeants de Total et j'aime bien les dirigeants d'Areva, même les actuels, mais surtout les précédents, mais enfin au fond, bon, c'est pas très grave. Et pourtant, être Areva au Niger, ça ne me rend pas du tout confortable. Ouais, mais ça reste c'était un système probablement impérial, pour être poli, on peut dire néocolonial rudimentaire, enfin bon, impérial, qui n'a même pas assuré la sécurité des salariés d'Areva, qui n'a sûrement pas assuré le bien-être des populations de Naïr, et qui
n'a sûrement pas assuré la stabilité du gouvernement du Niger. Le Nigeria, c'est juste un legs abominable. Je parlais du Congo tout à l'heure, on pourrait dire la même chose sur le Nigeria en matière de pratiques pétrolières. Même si Total a la chance d'être offshore et qu'il vaudrait mieux nommer Shell, en fait, si on devait parler des gens qui, dans le delta du Niger, ont fait à peu près tout ce qu'on peut faire de pire. Bon, les écologistes n'aiment pas Shell. Il y a quelques raisons, et pas seulement au Nigeria. Et ces données-là vont mettre beaucoup de temps à remonter. Elles mettront autant de temps qu'il faudra pour que la société civile nigériane, qui se développe énormément quand même, la classe moyenne nigériane, et nigérienne, etc., et la réponse dans les pays en développement, c'est la même que dans les pays développés. C'est si on ne revendique pas et qu'on n'affirme pas son droit à l'information et à la transparence, ça ne remontera pas. Et si on n'a pas la dialectique de la règle de droit et de l'opinion publique, du contrôle de l'opinion, je vous assure, il fera toujours, enfin il ne fera pas vraiment bon vivre ni dans le delta du Niger, ni dans les dunes de l'Aïa. C'est clair. Jean-Marc Borrello, vous avez été interrogé sur la transparence d'information. Oui, alors mais sur la transparence d'information, je crois que effectivement la question qu'on peut poser à la société civile, c'est devenez plus exigeant. Demander à avoir plus d'informations sur les fournisseurs, sur les produits, sur les pratiques sociales, environnementales, etc. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est nouveau. C'est-à-dire que très objectivement, il y a une quinzaine d'années, la politique financière d'une entreprise qui fabriquait à l'international des produits c'était des sujets qui étaient étudiés par quelques barbus dans quelques dispositifs ONG ici ou là. Aujourd'hui, ça devient une problématique du citoyen lambda qui veut, et je pense que, y compris quand on essaie même si c'est facile de faire prendre des vaches pour des chevaux ou l'inverse, ça veut dire qu'il y a un seuil de vigilance qu'il va falloir augmenter et il va falloir aller rechercher justement une appréciation indépendante sur l'ensemble de ces pratiques. Sur l'urgence, la solution ne viendra d'aucun des trois partenaires. Moi, je dis moins démocratie, parce qu'économie sociale, statut démocratie, gestion démocratique et tout ça, j'en peux plus. Donc voilà. Mais la légitimité démocratique, elle est dans les élus. Moi, je ne sais pas diriger démocratiquement une entreprise. Là, je suis désolé, je ne sais pas le faire. Et quand je trouve un HEC qui dit c'est formidable, l'entreprise sociale, alors chez vous, c'est quoi le contrat de travail? C'est un contrat de subordination de droit privé. Alors je sens que l'enthousiasme est un peu rafraîchi, et puis mais alors il y a une politique RH spéciale. J'ai dit oui, d'abord tu vires les mauvais, ensuite tu vires les moyens, et puis après quand tu as viré les bons, il reste que les très bons. Là, bon, après j'arrête pour les non mais il faut cesser d'imaginer que ce monde-là est un pays de bisounours où on ne licencie pas, où on ne... Non, ce sont des entreprises qui doivent être performantes. Il faut cesser d'imaginer aussi que l'un des trois acteurs a la solution. Le seul moyen de faire face à ces trois crises majeures, c'est d'envisager de travailler pouvoir public, c'est-à-dire politique publique. On travaille beaucoup avec le CAS, avec tous ces dispositifs de son analyse stratégique, la nouvelle version de la modernisation de l'État qui a changé de nom, mais voilà. Donc on travaille beaucoup avec eux pour inspirer des politiques publiques plus efficaces et plus économes en deniers publics. La solidarité, c'est plus le seul fait des pouvoirs publics. L'entreprise y a sa place, la société civile y a sa place. On peut raviver quelques solidarités de proximité, ça existe aussi. Dans le groupe SOS, il y a des choses extrêmement pointues, extrêmement professionnalisées. Et puis il y a parrain par mille, le parrainage d'enfants de proximité. Il y a Paris solidaire, la possibilité pour des personnes ayant un grand appartement d'utiliser une pièce pour un étudiant qui en contrepartie de service. Donc toute une série de solidarités de proximité, ça existe aussi. On n'est pas obligé d'avoir le formulaire B28 pour déclencher la solidarité avec son voisin. Le seul moyen d'arriver à faire face à ces dispositifs, c'est de travailler ensemble, encore une fois, entreprises grandes et petites de capitaux ou entreprises associatives et pouvoir public. Si les trois ne sont pas capables de co-construire, aucun des trois ne parviendra à une solution convenable. Alors,
Je vois qu'il y a beaucoup de bras qui se lèvent. Oui, beaucoup de bras. Mais alors j'ai promis au fond là-bas. Oui, là-bas et là. Comme tu veux. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser la question. Donc j'ai assisté avec plaisir en fait à une démonstration sur pourquoi la nécessité d'avoir une entreprise sociale. Donc ça j'ai bien compris pourquoi il fallait devenir une entreprise responsable. J'ai un peu moins bien compris pourquoi, comment on devenait une entreprise responsable. Mais ma question en fait elle va plus porter sur les entreprises qui ont fait cette démarche de devenir une entreprise responsable. Elles ont forcément investi beaucoup d'argent. Et donc d'un point de vue du retour sur investissement, est-ce que vous arrivez déjà à le mesurer, ce retour sur investissement, et sur combien de temps on devient rentable lorsqu'on devient une entreprise responsable? Alors, on va prendre une autre question au fond. Ils ne veulent pas vous donner le micro. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bonsoir. J'ai une question. On parle de non, les entreprises ne sont pas bisounours. Et c'est vrai que c'est joli de proposer des logements à ceux qui n'en ont pas en France et à faire un peu de développement durable, de greenwashing peut-être parfois, mais la première responsabilité sociale d'une entreprise, ce ne serait pas de payer ses impôts et de ne pas être dans les paradis fiscaux par hasard? Parce que ça place quand même pas mal de problèmes, par exemple au Nigeria, s'il y avait des impôts payés, au Niger aussi. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ça ait apparu dans le débat ce soir, alors que ça a l'air d'être un peu primordial au vu des sommes qui sont considérables dans ces paradis. C'est parce que c'est évident qu'on n'a pas abordé. Alors, vraiment, Romain, s'il te plaît. Romain, deuxième rang, je vais être un peu démocrate, c'est ça. Voilà. Merci, Romain. Merci. Bonsoir, Sabine Lémy, Amnesty International. Alors, Madame Notat, vous avez cité l'exemple de l'ERICA pour montrer que le droit poussait les multinationales à être responsables. Alors, c'est à moitié vrai, puisqu'en fait, le juge s'est servi des engagements volontaires de Total pour condamner la société. Et donc, du coup, la loi française ne permet pas aujourd'hui de condamner une multinationale pour les activités de ses filiales et de sous-traitants, puisque tout simplement, le problème de base, c'est que le groupe de société n'existe pas. Donc, c'est au bon vouloir du juge. Donc, on n'a aucune garantie que dans l'avenir, il y ait... Voilà. Donc, si vous êtes favorable à plus de réglementation, que diriez-vous d'une loi, justement, qui adapte les principes directeurs des Nations Unies qui maintenant ont été reconnus internationalement, des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme? On pourrait avoir une loi française qui responsabilise les multinationales, et notamment les sociétés mères pour les actions de leurs filiales et sous-traitants. Donc, que diriez-vous d'une loi telle que celle-ci? Et est-ce que vous pensez que d'autres sociétés qui ne sont pas encore engagées dans la RSE et qui sont un peu moins vertueuses, et qui prônent sans cesse l'argument de la compétitivité, qu'est-ce que vous pensez qu'elles répondraient face à une proposition de loi telle que celle-ci? Alors, une toute dernière question. J'ai promis à la jeune femme. Voilà. Et je crois qu'après, c'est tout. La démocratie. Merci beaucoup. Chiara San Martino, responsable de la relation entreprise du label Lucie. J'ai beaucoup apprécié vos interventions à tous. En revanche, je n'ai pas entendu parler de la norme ISO 20000. Alors, c'est assez de la norme ISO 20000, alors que c'est quand même le cadre international de la responsabilité sociétale. Du coup, je voulais savoir si c'est plus facile, à votre avis, Madame Nota, de parler des responsabilités sociétales aux entreprises, à chaque entreprise, depuis la sortie de cette norme. Si, à votre avis, cette norme, on devrait peut-être la décliner en fonction des secteurs d'activité et la rendre certifiable. Et ensuite, question aux deux autres intervenants, est-ce qu'ils ont réfléchi ou pensé ou envisagé de mettre en place une politique 20000 dans leur entreprise? Voilà. Merci. Alors, première question, c'est le retour sur investissement. Qui veut répondre? Oui, j'avais essayé de dire que le coût de la responsabilité
était en fait bien moindre que ce qu'on pensait. Là, vous avez l'air de supposer que de se mettre aux normes, de respecter des normes, ce sont de très lourds investissements pour très longtemps avec des problèmes de retour sur l'investissement. Alors, comment on devient? Mais d'abord dans un processus volontaire. Hein, c'est un processus volontaire dans lequel on fait un diagnostic. Nous, comment est-ce qu'on a fait? On a fait un diagnostic et on l'a fait faire dans les 15 entreprises dont on a la charge. Parce que ce n'est pas nos 75 personnes à nous qui sont importantes, c'est quand même les 150 000 dont on a la responsabilité en tant que propriétaire, en tant qu'actionnaire. Donc on a fait faire un diagnostic. On s'est aperçu qu'elles avaient des niveaux par rapport à des grilles qui sont publiées en termes de critériologie et d'instruments de mesure, elles avaient des niveaux très différents. Et que d'abord il fallait qu'elles s'en parlent. On a créé, sur la responsabilité de Blaise qui est ici présent, un club de développement durable de l'ensemble de ces entreprises. Elles appartiennent à des secteurs différents de l'industrie ou des services. Elles ont beaucoup de choses à échanger parce qu'elles sont différentes précisément et qu'il y a beaucoup d'idées à aller prendre dans l'entreprise d'à côté. Les entreprises cotées ayant des obligations législatives, il y a plus d'informations, il y a plus de reporting, il y a plus de responsabilités par la loi, elles peuvent entraîner les entreprises non cotées. Donc on a commencé par un diagnostic dans chaque entreprise. À commencer par la nôtre. On fait le bilan carbone, on regarde les process de production, on se demande qu'est-ce qu'on peut économiser. Mais on peut économiser, il ne faut pas être drogué à la dépense. Il ne faut pas être plus drogué à la dépense privée qu'à la dépense publique. Quand vous réfléchissez sur vos emballages et que vous détruisez des suremballages, vous ne faites pas des investissements très lourds dont vous allez chercher le retour. Vous faites des économies. C'est ça. Dans l'industrie, c'est quand même assez simple. Vous faites des millions de palettes de produits. Si vous êtes capable de diminuer de 100 grammes le poids sur vos palettes, vous allez avoir toute une série de conséquences positives sur l'environnement. Ce n'est pas forcément des investissements gigantesques. Oui, parfois vous avez des investissements d'assainissement de l'air, de l'eau, etc., qui sont coûteux. Et donc vous allez vous organiser pour faire des économies ailleurs pour que ces investissements-là soient payés. Mais ça n'est pas systématiquement un investissement très lourd. Quand on a fait le bilan, il faut se fixer des objectifs. On peut progresser sur chaque objectif. On peut progresser dans le dialogue social, c'est facile à mesurer. On peut progresser dans la négociation, on peut progresser sur les aspects environnementaux de nos fournitures, de notre processus de production, de notre système de distribution. Sur chaque item, on peut progresser. Et après, il faut mesurer et il faut demander des comptes. Et la difficulté pour nous, c'est qu'on est actionnaire. Donc on a beaucoup de choses à faire dans les conseils d'administration. Désormais, on veut que dans les comités d'audit, on fasse l'audit des progrès en matière d'ESG. Et c'est pas parce qu'on est des bisounours, etc. Et c'est pas parce que c'est bien d'être vertueux. C'est parce que c'est efficace. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Ça n'est pas coûteux, c'est efficace. Et c'est l'une des premières choses qu'il faut affaisser dans l'esprit des gens, c'est l'idée que d'être responsable, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Ça, c'est une idée profondément passéiste, profondément réactionnaire, pas dans votre bouche, parce que j'ai l'impression que vous êtes angoissé du fait que d'être vertueux, c'est quelque chose qui doit être difficile à atteindre. Non, ça n'est pas difficile à atteindre, mais en revanche, c'est une démarche extrêmement raisonnée, et on a besoin d'aide. D'où Vigéo dans sa partie conseil, mais d'où KPMG, les grands auditeurs nous aident, Pricewaterhouse, etc. Il y a énormément de corporations maintenant qui sont prêtes à vous délivrer le diagnostic et à vous aider dans la mise au point des instruments de mesure. C'est devenu un vrai marché. Donc si vous voulez travailler là-dedans, je vous y encourage, c'est très bon. Les paradis fiscaux, ben, évidemment, ça va de soi, mais tout le monde est bien d'accord, le G20, etc. C'est juste extraordinairement extrêmement difficile à faire parce que le premier paradis fiscal est à Londres, le plus proche est à Jersey, il y en a un très puissant dans le Delaware. Bon, ouais, tout le monde va se mettre d'accord sur les îles Caïmans, ils n'ont pas un poids diplomatique considérable. Sur la cité de Londres, ça risque de prendre quelques siècles, mais enfin il faut commencer. Voilà, vous avez Lionel a répondu sur les paradis fiscaux. Sur la question, est-ce que c'est le droit imposé au groupe que leur filiale soit, enfin qu'ils soient responsables finalement de leur filiale?
bon, c'est un hyper débat en ce moment sur le fait de savoir si il faut commencer par la règle de droit ou s'il faut que la règle de droit vienne d'une certaine manière prolonger, conclure déjà de la mise en mouvement de la responsabilité de maisons mères à l'égard de leurs filiales. J'ai tendance à penser qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment expérimenté de la responsabilité entre guillemets volontaire, de la même façon que des investisseurs savent le faire maintenant quand ils investissent dans un certain nombre d'entreprises et qu'ils jouent un effet de levier dans les entreprises où ils investissent. Je pense que voilà, il peut se passer aussi ce même mouvement, ce même effet sur les questions que vous énoncez. Mais je sais aussi qu'il y a des gens, et je trouve ça légitime, qui poussent pour que la règle de droit aille plus vite. Là, après, c'était sur... Juste, pardon, une toute petite parenthèse, je ne veux pas relancer le débat, mais là où je suis d'accord avec la personne qui a posé la question, la question des impôts ne se limite pas uniquement aux paradis fiscaux. Non, bien sûr. La question des impôts, c'est aussi le dumping fiscal au sein même de l'Union européenne. C'est l'optimisation fiscale, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet que l'on pousse sur lequel dire des choses. Le sujet, c'est qu'on obtienne des informations. Donc, pour le moment, ce qu'on sait dire, c'est qu'une entreprise est ou non transparente et jusqu'où en termes d'informations sur ces sujets-là. Ce qui est déjà une information, hein. On est complètement dans l'opacité ou ce qui est déjà une information. Oui, voilà. Donc il y a un vrai sujet. Avec des records d'optimisation et que les PME payent 35%. Voilà, c'est pour ça que c'est pas tout à fait. Ah oui, ISO 26000, bien sûr. La norme ISO 26000, c'est une norme qui explicite le champ de la responsabilité sociale ou sociétale, qui est d'ailleurs la norme. Elle a donc le mérite de donner des indications consensuelles maintenant sur ce qu'il faut mettre derrière ce concept et comment il faut l'appréhender. Surtout ce que dit la norme, c'est qu'on n'est pas dans la bonne action, on n'est pas dans le mécénat, on n'est pas dans quelque chose qu'on fait à la périphérie de ce qui est important pour l'entreprise, c'est au cœur des activités, au cœur de la stratégie qu'on inclut les objectifs de responsabilité sociale. Je suis contente qu'elle ne soit pas encore certifiable, parce que je crois vraiment pour le coup que la responsabilité sociale et sociétale, ce n'est pas encore simplement une affaire de conformité à des process et à des procédures. Il y a du contenu, il y a de l'âme de l'entreprise à mettre dans sa responsabilité, donc pour le moment c'est bien ainsi, de mon point de vue. Merci, je crois qu'on a répondu aux questions. Non ? Oui, et il nous reste à remercier les intervenants. William, j'ai oublié de dire un truc, non ?